Bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire du CNCH. C'est le webinaire interservice, le numéro 3. On a déjà pu profiter des premières battles de cas cliniques qui ont opposé nos amis de la région Centre et de la région Île-de-France. Ce soir, c'est le Grand Est qui est à l'honneur et on remercie pour le soutien institutionnel BMS et Pfizer. On va vous présenter ce soir 4 cas cliniques. 4 cas cliniques qui vont être présentés par nos 4 candidats. 2 candidats qui vont représenter le centre hospitalier d'Agno et 2 candidats qui vont représenter le centre hospitalier de Metz. Je suis Mathieu Vallat, je suis praticien hospitalier à Metz et je serai accompagné de Pierre Ledet, qui est praticien hospitalier à Agno, pour l'animation de ce webinaire. L'idée de ce soir, c'est de profiter de ces cas cliniques et d'essayer de choisir le meilleur pour représenter la région Grand Est au congrès annuel du CNCH qui aura lieu fin novembre à Paris. Et je vais maintenant laisser la parole à Pierre qui va vous présenter notre premier candidat. Merci beaucoup Mathieu et bienvenue à tous. Et sans transition, effectivement, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier cas clinique qui va nous être présenté donc, par une des docteurs juniors agnoviennes qui est Justine Lux et qui va nous parler d'un trek à couper le souffle. C'est à toi, Justine. Bonjour, alors je vais juste... Ça va s'afficher. C'est bon? Tu peux mettre en plein écran et on sera bon. C'est bon? Alors, on a encore les diapos qui apparaissent sur la gauche. Donc, tu arrives à te mettre en mode diaporama? Bah, je me suis mis à l'instant. Bon, bah écoute alors. Ouais, Voilà, c'est à toi. on t'écoute. Bonjour, Justine Lux, je suis docteur junior à l'hôpital de Haguenau et je vais présenter mon cas clinique intitulé « Un trek à couper le souffle ». Donc, c'est l'histoire de Monsieur A, un patient de 57 ans qui est admis aux urgences de Haguenau le 12 septembre 2022. Alors qu'il réalisait un trek dans les Alpes la semaine passée, il a senti une dyspnée inhabituelle chez ce patient plutôt sportif. Depuis lors, persiste une polypnée et une sensation de dyspnée pour des efforts très modérés. Il n'y a pas de véritable douleur thoracique associée. Le seul antécédent de patient, une HTA sous bithérapie. Les constantes à l'arrivée aux urgences sont plutôt rassurantes. Une petite hypertension à 16,8, une tachycardie à 110 battements par minute et une saturation correcte à 98% en air ambiant. L'examen clinique réalisé par les urgentistes est sans particularité. Le CG montre une tachycardie sinusale avec un bloc de branche droit complet et de nombreuses ESV, comme vous pouvez le voir sur ce tracé. Une radio du thorax simple est réalisée aux urgences et montre une cardiomégalie ainsi qu'une surcharge vasculaire des deux îles. Le bilan biologique n'est pas très informateur avec des troponines négatives, un NT-proBNP négatif également, des dénimères légèrement positifs à 530 microgrammes par litre, qui reste négatif pour l'âge, mais devant la tachycardie, la dyspnée et le bloc de branche droit, les urgentistes réalisent un angioscanner thoracique. Celui-ci montre effectivement une dilatation des cavités droites et du tronc de l'artère pulmonaire, mais sans embolie pulmonaire. Donc, devant ces signes d'HTAP chez ce patient jeune, il est hospitalisé en cardiologie. On réalise alors une échographie transthoracique qui montre effectivement un VD dilaté avec une HTAP à 52 mm de mercure calculée sur le fluidité, une FEVG qui est conservée avec un strain subnormal. Donc, dans ce contexte de VD dilaté, sans embolie pulmonaire, on recherche un shunt avec le rapport QP sur QS qui effectivement est augmenté à 3,8. On réalise donc une épreuve de contraste au microbule qui est positif avec un passage tardif après 5 systoles, mais un passage qui reste franc avec plus de 20 microbules. Malgré un examen minutieux en ETT, on ne retrouve pas de CIA ni de CIV. Par contre, on met en évidence une IM excentrée, difficile à quantifier sur cet examen.
Donc, dans ce contexte, on décide de réaliser une ETO à la recherche d'une CIA passée inaperçue également pour quantifier cette IM. Et effectivement, en ETO, on trouve une CIA assez large, 30 mm en 2D, au niveau de l'abouchement de la veine cave supérieure dans l'oreillette droite, donc une CIA de type sinus venosus supérieur. En Doppler couleur, on voit effectivement un shunt important, gauche-droit exclusif. Et en 3D, on mesure cette CIA à 5 cm². On s'est ensuite penché sur l'IM qui était excentré et difficile à quantifier en ETT. Et en fait, en ETO, cette IM est sévère avec un volume régurgitant à 80 ml, une SOR à 40 mm², avec 2 mécanismes identifiés, un prolapsus de A3P3, mais également, comme on peut le voir sur l'image de droite, une rupture de cordage accessoire associée. Devant cette dilatation VD avec une CIA sinus venosus, on recherche le retour veineux anormal pulmonaire que malheureusement on ne met pas en évidence en ETO et on décide donc de réaliser une IRM cardiaque complémentaire. Cette IRM cardiaque met effectivement en évidence une dilatation massive du VD à 228 ml par mètre carré, un QP sur QS calculé sur les FEVG et sur la séquence de flux à 2,4 à 2,8. Sur cette image transverse, on voit également la CIA vue précédemment en ETO. On voit également en sagittal, donc une CIA assez large. Et ce qui nous intéressait à cet examen, on retrouve effectivement un retour veineux pulmonaire anormal avec une veine pulmonaire supérieure droite qui s'abouche dans la veine cave supérieure, 2 cm au-dessus de la jonction veine cave supérieure oreillette droite. Sur la reconstruction 3D, on met également en évidence ce retour veineux pulmonaire anormal avec une veine cave supérieure qui a un trajet par contre tout à fait normal. En résumé, on diagnostique une cardiopathie mixte, congénitale et valvulaire, à FEVG conservé, associant à la fois une CIA de type sinus venosus avec retour veineux pulmonaire anormal partiel supérieur droit avec un shunt gauche-droit exclusif et un QP sur QS augmenté, mais également une IM sévère, excentrique, sur prolapsus bivalvulaire A3P3, mais également une rupture de cordage accessoire. On pense d'ailleurs que c'est cette rupture de cordage accessoire avec la majoration récente de l'IM qui a favorisé la décompensation chez ce patient de 57 ans qui n'était pas connu pour une cardiopathie congénitale. Dans les suites, devant l'HTAP à 52 mm de mercure en ETT, on réalise un cathé droit afin de discuter du traitement de cette CIA. Le cathé droit montre des PAPM normales à 17 mm de mercure et surtout des résistances vasculaires pulmonaires à seulement 1,8 unités Wood. La coronarographie réalisée dans le même temps est quant à elle normale. Donc finalement, il n'y a pas de syndrome d'Eisenmenger chez ce patient, donc pas d'HTAP fixé. On retient donc une indication opératoire qui est en cours de discussion avec les chirurgiens cardiaques de Strasbourg, mais on s'oriente très probablement vers un patch pour la CIA, une correction du retour veineux pulmonaire anormal et également une plastie mitrale concernant l'IM. Je vais maintenant faire quelques petits rappels sur la CIA. Donc, la plus fréquente, la CIA ostium secondum, dans 80% des cas, donc ça correspond au petit 3 sur l'image, en rapport avec la fosse ovale. Puis la CIA ostium primum, 15% des cas, le numéro petit 5 sur l'image de gauche, qui est le plus souvent en rapport avec des cardiopathies congénitales de la jonction atrioventriculaire. Ce qui nous intéressait ici, la CIA sinus venosus, plus rare, 5% des cas pour la supérieure, avec systématiquement un retour veineux anormal pulmonaire, et la CIA sinus venosus inférieure, moins d'1% des cas. Et encore plus rarement, donc le petit 4 sur l'image, la CIA sinus coronaire, moins d'1% des cas, qui a un défaut de toit du sinus coronaire. Le traitement actuel de la CIA repose sur les recommandations de l'ESC 2020. En cas de dilatation des cavités droites, en cas d'absence de dilatation des cavités droites, il n'y a pas d'indication à une fermeture, sauf si on suspecte une embolie paradoxale.
En cas de dilatation des cavités droites, il faut alors se baser sur les résistances vasculaires pulmonaires. Si elles sont inférieures à 3, il y a une indication de fermeture en classe 1. Si elles sont entre 3 et 5, avec un QP sur QS augmenté supérieur à 1,5, il y a également une indication de fermeture de classe 2A. Par contre, si ces résistances vasculaires pulmonaires sont supérieures à 5 unités Wood, il n'y a pas d'indication de fermeture, sauf si après traitement de l'HTAP, ces pressions diminuent sous 5 unités Wood et il faudra alors discuter d'une fermeture fenestrée. Il existe actuellement 2 techniques de fermeture. La fermeture percutanée avec des prothèses de type Amplatzer, surtout pour les CIA ostium secondum, on a des bonnes berges. Pour les autres CIA ou avec un retour veineux pulmonaire anormal, on préférera une fermeture opératoire par patch. Cela dépend surtout de l'expertise des différents centres chirurgicaux. Quelques messages clés. Donc, devant une dilatation de VD, il faut toujours chercher une étiologie. Si on ne trouve rien en ETT, faire le TO. Si on trouve rien en ETO, faire l'IRM pour parfois du coup faire des diagnostics donc, de CIA, retour veineux pulmonaire anormaux. Il faut toujours penser aux cardiopathies congénitales même à l'âge adulte. Pour la CIA, il est vraiment très important de réaliser un cathé droit qui est indispensable et qui conditionne le traitement avec un cut-off pour les résistances vasculaires pulmonaires à 3 unités Wood actuellement. Et les 2 types de traitement de la CIA, percutané pour les CIA ostium secondum et chirurgical pour les autres. Merci beaucoup. Superbe. Merci beaucoup, Justine. C'était un très beau cas clinique avec des images qui sont impressionnantes, notamment en IRM et en reconstruction 3D. Hein. C'est superbe de pouvoir voir aussi bien ces anomalies de naissance et ces retours veineux pulmonaires anormaux. Pierre, est-ce que tu as des questions sur le cas? Alors moi, j'ai pas vraiment de questions, mais j'ai plus des remarques. Je pense qu'effectivement, dans cette indication, l'IRM, et là, on voit bien, a été très importante, notamment sur la hauteur en fait, de l'anomalie du retour veineux pulmonaire. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu en ETO, et en fait, l'anomalie du retour veineux pulmonaire, elle est plus ou moins haute par rapport à l'entrée dans l'oreillette. Et donc, si elle est vraiment juste au-dessus, on peut éventuellement voir quelque chose en ETO, mais là, clairement, elle est à 2-3 cm au-dessus de l'abouchement, et donc on ne verra rien si on ne fait pas l'IRM. Et tu l'as bien dit, tu l'as abordé, il y a aussi possibilité dans ce genre de pathologie d'avoir d'autres anomalies anatomiques que le patient en l'occurrence n'avait pas, mais notamment c'est les veines caves supérieures gauche, les choses comme ça. Et donc je pense que tu l'as bien dit, la place de l'IRM dans ce genre de pathologie est maintenant devenue indispensable. Parfait. Merci pour cette belle présentation. On va passer à l'oratrice suivante. Et j'introduis maintenant Annabelle Nitschke qui va représenter le CHR de Metz avec son cas clinique qu'elle va vous présenter maintenant. Annabelle, c'est à toi. Tu peux partager ton écran. On est dans les temps, hein, de toute manière. Tout va bien. Tout va bien. Je ne me propose plus mon PowerPoint à partager. A priori, on va parler de coronaropathie. Sérieux. On sait faire que ça à Metz. Ah, yeah. Bah, genre. Oui. Ah, ça bouge. On a vu quelque chose? Ça a duré un instant, mais on a vu quelque chose. Vous voyez bien, non? Alors là, on ne voit plus, mais ça va peut-être revenir. Voilà, très bien. Parfait. Donc, je me présente Annabelle Nitschke, je suis interne en 4e semestre actuellement au CHR de Mercy.
Et je vais vous présenter un cas clinique sur le syndrome coronarien aigu et la communication interventriculaire. Mourir peut attendre. Donc avec le soutien évidemment de Bristol et Pfizer. Monsieur G, donc c'est un homme de 54 ans qui présente comme facteur de risque cardiovasculaire H pour le sexe, un diabète de type 2 non insuline dépendant, sous janumette, une hypertension artérielle traitée par valsartan, hydrochlorothiazide et bisoprolol, un éthylotabagisme actif et une obésité avec un IMC à 35. Il présente comme autre antécédent un SAOS appareillé et une épilepsie pour laquelle il est en invalidité depuis 2006. C'est un ancien maçon qui fait beaucoup de vélo, il fait pas mal de vélo et de courses à pied. Il présente en fait depuis pas mal de temps une symptomatologie d'engor d'effort plutôt typique pour laquelle il n'a jamais consulté. Un soir, en 2018, il présente une douleur thoracique plutôt typique irradiant dans la mâchoire, persistante, pour laquelle il se décide enfin à appeler le SAMU. À la prise en charge, on retrouve du coup un ST+ inférieur avec un miroir latéral. Il est chargé en aspégique, brylique et Lovenox. Et évidemment, il a comme consigne d'être transféré directement en coronarographie. À l'arrivée en coro, en fait, ce n'est pas un ST+ classique comme il nous a été vendu. C'est un patient qui arrive hypotendu, marbré, en détresse respiratoire. Donc, on décide de faire une échographie, évidemment, avant d'entamer la coronarographie. Et on tombe sur une CIV inférobasale d'à peu près 25 mm. Avec une dysfonction VD d'allure sévère. Donc là, j'ai pris des images que j'ai retrouvées sur Internet, puisqu'on n'a pas les images de l'échographie réalisée au lit du malade. Mais le patient a bénéficié d'un scanner. Donc, vous allez pouvoir voir avec le déroulement du scanner comment on le fait. Donc, on voit qu'il y a évidemment de la surcharge pleurale bilatérale. Et vous allez voir apparaître du coup la communication interventriculaire. La voici. Donc, comme vous pouvez la voir. Donc, le patient, il est équipé, il bénéficie de la coronarographie, il est équipé d'une contre-pulsion et d'une ECMO, véno-artérielle fémoro-fémorale. Et je vais vous montrer les images de la coronarographie qui est réalisée dans la foulée. Donc, on peut voir une occlusion complète de la corona droite proximale et un réseau gauche qui est sain. Donc, le patient est équipé, il est équipé d'une contre-pulsion, il est équipé d'une ECMO, il bénéficie d'un support par noradrénaline, par dobutamine et il est intubé aussi dans le même temps, évidemment. On décide donc de ramener le patient en réanimation et vient la décision de la prise en charge. Donc, je vous illustre un véritable staff médico-chirurgical où on décide du coup de temporiser la chirurgie pour se laisser le temps de cicatrisation. Et puis aussi se laisser le temps de l'approche thérapeutique. Donc, on décide d'une chirurgie à J7. Pendant ces 7 jours, grâce au scanner, du coup, en fait, le chirurgien réalise une petite maquette à l'aide d'une imprimante 3D. Donc, on voit en fait, là, c'est l'enveloppe surtout du cœur, qui n'est pas très bien en vidéo, mais ce qui est important, c'est que c'est une CIV inférobasale, donc ce n'est pas l'abord classique apical. Donc, il a fait en fait toute une maquette pour s'aider dans l'abord inférieur et du coup postérieur, qui est plus compliqué dans la chirurgie. Le jour de la chirurgie, donc à J7, après 7 jours de réanimation, toujours équipé en réanimation, il bénéficie d'une sternotomie conventionnelle. Donc on tombe sur évidemment une nécrose postérocétale qui s'étend vers la base du VD. Donc c'est mis en place sur les canules fémorales de l'ECMO, cannulation de la veine capocysup. Il incise à peu près 1,5 cm du sillon IVP en commençant de la base et en allant jusqu'à la distalité. Et on retrouve donc la CIV dans une zone nécrotique. La chirurgie se passe sans complications à ce moment-là et il bénéficie de 3 patchs.
Pas d'endoprothèse au vu de la localisation inférobasale et de la CIV à 25 mm qui rendait du coup le geste là impossible. En post-opératoire, il présente un syndrome de Harlequin, donc une hypoxémie de la partie supérieure du corps. En fait, quand il sort de la chirurgie, on retrouve un cœur qui va débiter au final, et il va y avoir en fait une compétition de flux entre le cœur qui retrouve une fonction contractile plutôt normale et un débit normalisé, et en fait la régurgitation intra-aortique via l'écho. Donc on a une compétition de flux et avec un risque en fait de sang fortement désoxygéné qui peut conduire du coup à une hypoxie au niveau des membres sup. Donc c'est pour ça qu'on va placer le capteur de SAT au niveau radial. En post-opératoire, il présente également aussi une infection à Haemophilus influenzae qui est de bonne évolution sous claforant. Il présente des troubles du rythme, alors soutenus ou non soutenus, c'est pas très bien expliqué dans les comptes rendus, mais en tout cas c'est traité médicalement à chaque fois. Il est extubé et relayé par de l'optiflow et de la VNI avec une bonne évolution. Il sort de réanimation sans oxygène en secteur conventionnel, donc pour optimisation des cardiotropes et pour surtout suivi du suivi. L'échographie avant la réadaptation, on retrouve en fait une FEVG à 30%, mais surtout avec un anévrisme important et avec le patch de CIV aussi qui peut tronquer la FE en échographie, avec une large akinésie inférieure et inférolatérale. Pas de CIV résiduel et une dysfonction VD sévère avec un TAPS à 10 et une ondesse à 5 cm par seconde. La suite du patient, donc je vous avais dit que c'était un patient qui était très sportif. Il a bénéficié donc directement d'une réadaptation cardiaque en interne et la VO2, on retrouve un pic de VO2 à 20 000 par kilo par minute, donc 70% de la théorique avec un rapport VO sur VCO2 qui était normalisé. Donc plutôt en fait un bon résultat en fin de réadapt. Il a poursuivi donc son suivi initialement au CHR, ensuite avec son cardiologue puisqu'il n'habitait pas tout près. Il a bénéficié d'une IRM après 3 mois de LiveVest qui retrouvait une FEVG à 26% et une FEVD donc à 26% également. Il a été implanté d'un défibrillateur et il a repris son activité sportive dans les derniers comptes rendus de consultation. Il rapporte en fait qu'il fait 15 km de vélo par semaine, qu'il n'a aucune dyspnée à l'effort et qui se porte plutôt bien. Son suivi également au niveau de son défibrillateur ne montre pas de troubles du rythme ventriculaire et il est suivi maintenant par son cardiologue de ville une fois par an. Voilà, donc là j'ai mis un peu de bibliographie puisque la CIV c'est maintenant 0,2% de complications des infarctus comparé à 1,2% à peu près avant la thrombolyse. Donc c'est quelque chose de relativement rare et avec un pronostic effroyable. Mais Monsieur G s'en est plutôt très bien sorti. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Annabelle, pour ce très beau cas. Effectivement, tu l'as dit, je pense que d'habitude, les CIV sur les infarctus, c'est grevé malheureusement d'un pronostic catastrophique. Donc, bravo pour votre prise en charge. La maquette 3D, là, il a fait ça sur le scanner. Il a suffi du scanner pour qu'il imprime ça. Il a fait ça effectivement avec le scanner. Bon, elle a un peu vieilli la maquette, donc il y avait des petits trous mais qui n'étaient pas présents de base. Mais il a fait ça avec le scanner et ça lui a permis effectivement de bien préciser l'abord qui était compliqué en inférieur du coup et postérieur. Donc ça lui a servi à planifier, on va dire, c'est ça. Ça lui a servi à planifier son abord chirurgical, puisque en fait, au final, il avait déjà fait des réparations de CIV apicales, mais jamais de cette localisation. Donc, il a bien utilisé le scanner et la maquette. Et le jour de l'opération, il a pu en fait aller directement à son abord et pas chercher longtemps pour trouver en fait la CIV. Après, tu as abordé un sujet qui c'était l'objet d'une des questions potentielles, mais tu l'as dit, c'est le délai en fait de la prise en charge chirurgicale. Le délai, du coup, le délai en fait de 7 jours, évidemment, c'est pour la CEC, laisser récupérer le VD, puisqu'on avait une dysfonction VD très sévère au début.
avec un VD totalement hypokinétique. Donc laisser récupérer en fait le VD et aussi laisser toute la nécrose en fait cicatriser, cicatriser pendant 7 jours, mais quand même en fait un peu de cicatrisation avant d'entamer la chirurgie. C'est ça, les chirurgiens ils disent classiquement, c'est une image qui m'avait marqué quand j'avais discuté une fois avec l'équipe chirurgicale, c'est qu'ils disaient qu'ils avaient la sensation de faire des nœuds pour les cuisiniers dans du beurre pommade. Et donc, ça fait un peu peur de l'imaginer. Donc, effectivement, je pense que le délai n'est pas forcément intuitif. On se dit un patient en choc, on va essayer de le prendre en charge vite. Mais je pense que justement, chez ce patient-là, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Effectivement, il faut attendre un petit peu, si on peut attendre, et les opérer un peu secondairement. Donc, je trouve que cette idée-là était intéressante. Après, tu as regardé un peu dans la littérature. Est-ce qu'il y en a qui ferment en percutané? Parce que potentiellement, il est discuté de faire ça. C'est des CIV, par définition, qui vont être musculaires, travéculés, donc qui se prêtent a priori pas trop mal à une fermeture percutanée. Est-ce que tu as vu des choses? Dans les CIV, en tout cas, post-infarctus et de cette localisation, non, je n'ai pas vu de fermeture de ce type. D'accord. Après, ok, écoute, je ne sais pas si Mathieu a des remarques ou des questions complémentaires. Pas de questions, simplement ce qui a sauvé la vie du patient, c'est peut-être la prise en charge, mais c'est surtout la localisation, parce que, à mon avis, une autre localisation aurait pu donner une CIV plus massive et plus délétère sur le plan du pronostic. Et effectivement, le délai, c'est la question centrale de ce cas. Et je pense qu'elle n'est pas résolue. Là, c'est 7 jours. Oui, c'est pas tout de suite à cause des problèmes de suture sur un tissu fraîchement nécrosé. Mais je ne sais pas si vraiment le délai de 7 jours est un délai qu'on peut reproduire sur tous les patients. C'est très peu évident. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut tenir 7 jours avec une écho, un patient comme ça? Et là, en l'occurrence, ça a marché, mais je ne sais pas si c'est reproductible. Parfait. Ok, écoutez, parfait. Je crois qu'on est parfaitement dans les temps et on va donc demander à notre troisième orateur, donc le docteur Bamba Diop, qui n'est pas à Haguenau, qui est à Dakar. On s'étend un petit peu, mais il est en congé bien mérité et donc il est fellow chez nous en cardiologie interventionnelle et il va nous présenter donc le Mismatch 2.0. À toi, Bamba. Alors, on ne t'entend pas. Peut-être que tu actives le micro. Tu as ton micro qui est désactivé. On voit très bien ta présentation, mais on ne t'entend pas. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Parfait. C'est bon. Parfait. Oui. Merci. Bonjour à toute l'assistance. Donc, nous avons le plaisir de partager avec vous le cas de ce patient qui a été hospitalisé au service de cardiologie de l'hôpital de Haguenau. Il s'agit de M. S, âgé de 73 ans, qui a comme antécédent non cardiologique un adénocarcinome de l'angle colique gauche qui a été opéré en 2012 avec bonne rémission, une suspicion d'AIT en 2013, la chirurgie d'une hernie diaphragmatique en 2018 et une hypertrophie prostatique. Sur le plan cardiovasculaire, il avait bénéficié d'un remplacement valvulaire aortique chirurgical avec mise en place d'une bioprothèse Saint-Jude EPIC numéro 25 en 2012 devant un rack serré avec une surface qui était évaluée à 0,99 cm² et un gradient à l'époque à 46 mm de mercure. Le patient était asymptomatique avant la procédure. Les gradients post-procédure précoce n'ont pas été notifiés sur les comptes rendus. Cependant, déjà en 2013, un an après la procédure, on note une élévation du gradient moyen transprothétique qui est passé à 35 mm de mercure, sans thrombus retrouvé au scanner. En mars 2022, c'est-à-dire 10 ans après la première procédure de remplacement chirurgical, il consulte pour une dyspnée stade 3 et l'échocardiographie retrouve un gradient qui était presque similaire au gradient trouvé en 2013 à 37 mm de mercure. Et comme conclusion, il a été retenu une dégénérescence de bioprothèse sur le métasténoson. Une FEVG était conservée chez ce patient. Donc, d'où la décision d'un TAVI valve-in-valve. Et le bilan PLETAVI retrouvé juste de l'athérome coronaire. Le scanner recommandait un Sapiens numéro 26 en fonction de la surface et selon les abats qui sont proposés à cet effet.
Et la procédure est réalisée en avril 2022 avec mise en place d'un Sapiens numéro 23 en valve-in-valve. Qu'en est-il du contexte actuel? Il est admis le 3 juillet 2022 pour une dyspnée stade 4 associée à une douleur thoracique à l'effort et des épisodes de lipothymie pour lesquels il a contacté le SAMU. Le patient est directement transféré dans notre service et les constantes à l'arrivée retrouvaient une pression artérielle qui était limite à 93 sur 73 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 84 battements par minute, une saturation qui est bonne et une apyrexie. L'examen retrouvait une souffle systolique 4/6 au foyer aortique irradiant au vaisseau du cou et le CG, un bloc de branche complet connu avant. Comme traitement, il prenait du cardégique, de l'indapamide, du pantoprazole et du ramipril. Une échographie cardiaque est réalisée en urgence, donc on n'a pas les images dynamiques, c'était sur l'échographie d'urgence, donc et montrait une valve aortique qui était remaniée avec un gradient moyen qui était à 100 mm de mercure, donc fortement élevé, associé à la visualisation d'une image hyperéchogène qui était suspecte de thrombus. Le ventricule gauche était non dilaté et hypokinétique avec une FEVG qui était modérément altérée à 40%. Devant cette image suspecte de thrombus, nous avons décidé de réaliser un scanner qui montre sur l'image de la gauche, sur une coupe transversale, une surcharge assez importante en matériel sur la valve aortique avec ici l'anneau de la valve chirurgicale, les cuspes qui ont été complètement plaqués par le stent du valve-in-valve et ici une image hypodense en intrastent qui était fortement suspecte de thrombus. Donc ici, sur cette image, on peut voir également un stent qui est bien déployé, mais on voit nettement un gap entre l'anneau et le stent. Sur une autre image, on peut voir le thrombus mieux visualisé et mesuré à 12 mm, donc assez importante et prédominant sur le cusp postérieur non coronaire. Le traitement chez ce patient a immédiatement constitué à la mise en route d'une héparinothérapie par HNF au pouce seringue avec un objectif de TCA entre 2,5 et 3,5. Déjà à J5, on a noté une diminution du gradient de moitié qui est passé à 52 de mercure, ce qui a permis une introduction de la coumadine en association avec le Lovenox. Le marqué à J10 par, je ne dirais pas une normalisation des gradients, mais un retour à l'état de base parce qu'on notait que les gradients étaient déjà à 35 mm de mercure en 2013. Ici, on note des gradients à 30 mm de mercure, donc une bonne évolution avec au scanner qui a été réalisé environ un mois après le début de l'anticoagulation, un net nettoyage du thrombus qui est pratiquement complètement nettoyé avec le dessin, le signe du Mercedes qui est revenu sur cette valve prothétique. Ici aussi, sur cette image, on ne voit plus pratiquement de thrombus. La suite est marquée par consultation chez son chirurgien cardiaque une semaine après ce scanner qui réalise de nouveau une échographie cardiaque où on note une bonne cinétique avec une récupération de la FEVG, une bonne mobilité des cuspes et un gradient moyen qui est toujours resté à 36 mm de mercure pour une surface valvulaire effective à 0,73 cm². Donc, il a conclu à une dysfonction d'une bioprothèse valve-in-valve et décide alors de faire un remplacement, cette fois-ci chirurgical, qui est prévu pour le 4 novembre 2022. Sur ce cas, on a fait une petite revue de la littérature. Sur ce slide, on peut voir, ce slide a été tiré des recommandations de l'ESC et de l'European Society for Cardiothoracic Surgery. Donc, il montre qu'il y a globalement 4 types de dysfonctions valvulaires. Une dysfonction structurelle qui associe tout ce qui est fibrose et dégénérescence. Les dysfonctions non structurelles où on peut compter les mismatchs, les fuites paraprothétiques et les embolisations tardives des valves, la thrombose et les endocardites avec toutes ces complications. Qu'en est-il du mismatch? Il s'agit d'une dysfonction valvulaire non structurelle qui se produit relativement lorsque la surface effective d'une prothèse est trop petite par rapport à la taille du patient, ce qui font normalement, c'est-à-dire une bonne mobilité des sigmoïdes. Et le risque à 30 jours est assez similaire entre le remplacement chirurgical et le TAVI, avec respectivement 4,6 et 6,3% avec un P à 0,3 selon l'étude partenaire.
Sur cet article publié dans le JACC et qui s'intéressait plutôt sur les facteurs prédictifs du mismatch en post-TAVI et la mortalité liée à cette complication, on retrouve que les valves intra-annulaires, en l'occurrence le Sapiens, étaient un facteur de risque assez important avec un autre ratio à 2,36 et que les facteurs protecteurs étaient plutôt l'ovosizing et la postdilatation. En ce qui concerne la mortalité, elle était plutôt significative pour les mismatchs sévères et on note une dissociation des courbes dès 365 jours, donc à 1 an, avec un pied qui est nettement significatif à 0,008. En ce qui concerne la mortalité, toutes causes confondues, également le mismatch constitue une cause indépendante de mortalité en cas de bioprothèse. En cas de mise en place de bioprothèse, avec un hasard ratio à 4,27 et un intervalle de confiance entre 1,34 et 13,6. Pour ce qui est de la thrombose, les recommandations l'ont bien développé. Donc, notre cas intéresse plutôt la partie gauche du tableau. Donc, il s'agit d'une thrombose obstructive, cliniquement symptomatique, mais avec une hémodynamique qui est correcte. Donc, on est plutôt à ce niveau. Donc, on a décidé de mettre en route un traitement HNF qui avait bien marché et avec réduction des gradients nets et retour au gradient de base. Donc, ceci nous a conduit à mettre les AVK, comme le recommande l'ESC, en relais avec l'HNF jusqu'à obtention. Ce cas clinique qui pourrait être rencontré dans notre pays, mais il suscite quand même quelques petites questions. D'abord, dès le départ, une dégénérescence, un mismatch, sachant que le gradient à 1 an était déjà à 35 mm de mercure, d'où l'importance de l'historique des gradients, ce que nous n'avions pas parce que nous n'avions pas le gradient post-procédure précoce. Et pour ce qui est du traitement, on sait bien que le mismatch se traite plutôt par un remplacement chirurgical plutôt qu'un TAVI valve-in-valve. Et si toutefois même on décide de faire un TAVI, le choix de la valve constitue un autre dilemme. Donc, on sait que les valves Sapiens sont intra-annulaires et peuvent occasionner ce type d'image, comme on peut le voir bien sur ce scanner, avec une bonne charge de matériel à l'intérieur de la valve aortique, tout ceci contraignant la circulation sanguine, alors que les valves évolutes sont plutôt supra-annulaires et éviteraient toute cette surcharge autour de l'anneau aortique. En ce qui concerne le traitement antithrombotique, notre patient, il est clair qu'il sera sous anticoagulation et les recommandations nous disent d'ailleurs qu'il faut mettre une anticoagulation au long cours en recommandation classe 2A en cas de thrombose valvulaire. Traitement antithrombotique est discutable alors et on n'a pas trouvé les réponses dans notre revue de la littérature par rapport au traitement antiagrégant ou anticoagulant en cas de mismatch, mais ceci pourrait constituer éventuellement une perspective de recherche ultérieure. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Quelques références bibliographiques. Merci beaucoup, Bamba, pour ce très beau cas. Merci aussi d'avoir répondu à toutes les questions que je m'étais posées dans tes commentaires à la fin. Moi, la présentation clinique, effectivement, il n'y avait pas de défaillance hémodynamique, mais quand je vois la brutalité d'installation des symptômes et le gradient transprothétique, moi, je pense que je me serais posé la question d'une thrombolyse. Alors, j'ai vu dans ton arbre décisionnel de l'ESC que la thrombolyse est réservée aux patients qui ont une défaillance hémodynamique sans possibilité d'intervention chirurgicale rapide. Ouais. Et puis, en fait, on a vu que l'anticoagulation marchait très bien parce qu'en fait, votre amélioration, elle a été très rapide après la mise en place des anticoagulants. La deuxième question que je me posais au début du diaporama, tu as indiqué qu'à l'analyse du scanner, on avait la possibilité de mettre une valve plus grosse et finalement, c'est une valve plus petite qui a été choisie. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix? Est-ce que c'est l'application valve-in-valve? Qu'est-ce qui a décidé déjà de mettre une Edwards? Parce qu'effectivement, tu poses la question de la valve supra-annulaire dans le valve-in-valve. Nous, c'est un peu la réflexion qu'on a malgré tout.
sauf pour les gros anneaux, les grosses valves. Et puis ensuite, pourquoi, alors que le scanner indiquait qu'on pouvait mettre une 26, finalement, c'est une 23 qui a été implantée? Ouais. En fait, quand on a revu les abacs qui ont été proposés, effectivement, en fonction de la surface annulaire qui est au niveau du scanner, les abacs peuvent nous proposer effectivement une 23 mm. On aurait bien pu le projeter pour mieux illustrer, mais on n'aurait pas eu le temps de tout détailler. Et sur le plan du choix du Sapiens, là, on n'a pas de réponse par rapport à ça. On n'a pas eu à contacter vraiment le chirurgien pour lui demander effectivement pourquoi choisir il a eu à choisir le Sapiens par rapport à l'Evolute. Ouais, mais c'est effectivement, Mathieu, les questions qu'on s'est posées après coup, hein, en voyant ça, hein, c'est que, comme tu dis, c'est l'application. Hein. L'application, tu mets la valve dedans, elle te dit 23. Donc, et pourtant, le scanner te dit plutôt 26. Voilà, bah, du coup, le choix a été fait non seulement de mettre une plus petite sur une valve qui était probablement déjà en mismatch, et puis en plus, une valve intra-annulaire. Donc, ça fait beaucoup, quoi. Et c'est probablement pas pour rien, effectivement, dans l'évolution du patient, quoi. Et après, il y a la question en plus de la thérapeutique. Qu'est-ce qu'on met à ces patients-là? Lui, on sait que quand tu vois les tableaux qu'a très bien montré Bamba, rétrospectivement, il a un haut degré de risque de thrombose, quoi, hein. Il a une petite valve, c'est un valve, une valve. Il y avait un mismatch. Enfin, j'ai envie de dire que c'était presque, rétrospectivement, c'est facile, hein, mais c'était presque annoncé, quoi. C'est ça. Et du coup, alors, quand on a un patient comme ça avec une histoire de gradient élevé, est-ce qu'on va choisir maintenant systématiquement de le laisser sous anticoagulant plutôt que sous antiagrégant plaquettaire? À moins qu'il y ait un projet rapide de réintervention, que ce soit de façon percutanée ou chirurgicale, en bridge jusqu'à une intervention bien sûr, mais au long cours, si on décide que ça passe, parce que là, finalement, il y a une décision de réintervention, mais peut-être que sous anticoagulant, lui, il n'était pas symptomatique quand sa valve n'était pas thrombosée. Si. Ah, il était symptomatique. Ok. Ouais, en fait, je pense que c'est ce qui a planté tout le monde, hein. C'est que il est revenu et il avait une dyspnée de stade 3 et un gradient qu'on trouvait élevé. Et donc, du coup, il y a eu un diagnostic là aussi de dégénérescence de bioprothèse qui a conduit derrière à mettre stabile. C'est parce qu'à partir du moment où il s'est mis à avoir des symptômes. Donc, ça a été le raisonnement. D'accord. Après, ce qui n'est pas fait, nous, c'est ce qui aurait pu éventuellement être discuté. Je ne sais pas si vous faites ça. C'est en pré-avis, il y en a qui cassent, qui prédilatent fortement pour casser logiquement l'anneau de la bioprothèse pour essayer de favoriser, surtout sur un mismatch, une extension idéale. Donc ça n'a pas été fait non plus. Donc nous, on en parle souvent Ouais, et on ne le fait jamais. c'est ça. Parce qu'en fait, malgré tout, alors il y a des ballons qui sont faits pour ça, effectivement, des ballons très puissants, les Atlas notamment, qui permettent ça. Je ne me rends pas compte du risque, mais c'est un geste qui semble être quand même, voilà, craquer un anneau, ok, très bien, on suppose le mismatch, très bien. Enfin, craquer un anneau très fort comme ça, on se dit que le risque de rupture est quand même probablement très significatif. Et donc, il faut vraiment avoir de bonnes raisons de le faire. Donc, soit il y a un mismatch évident et on se dit que de toute façon, c'est voué à l'échec avec un tout petit anneau. Après, il y a des équipes qui ont des expériences de ce craquage d'anneau. Effectivement, nous, on ne l'a pas. Merci beaucoup. En tout cas, Bamba, c'était un très beau cas. Merci. On va pouvoir maintenant donner la parole à Nassima Djabala, qui est interne chez nous au CHR à Merci et qui va vous présenter son cas clinique de coronaire, puisque c'est un cas clinique messin. C'est bon, vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Bon, bah, bonjour à tous, je m'appelle Nassima Djabala, je suis interne en 4e semestre en stage à l'hôpital de Metz. Et donc, je vais vous présenter un petit cas clinique d'une patiente qui est passée chez nous à Merci. Un cas clinique un petit peu atypique, Taka-Stentelton. Donc, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, la patiente, Madame C, c'est une dame de 48 ans, un IMC normal. Au niveau de ses facteurs de risque cardiovasculaire, un tabagisme actif à 20 paquets années et puis une hérédité coronarienne avec un infarctus du myocarde chez son frère à l'âge de 45 ans.
Au niveau de ses antécédents, pas grand-chose. La dame a un antécédent de péricardite et puis un antécédent de thrombose veineuse superficielle. Et c'est une dame qui ne prend aucun traitement au long cours. Donc la dame, en fait, présente depuis plusieurs mois des douleurs thoraciques d'allure angineuse pour lesquelles elle ne s'était pas particulièrement inquiétée. En tout cas, elle n'avait pas franchement consulté. Et puis finalement, le 20 décembre 2020, elle présente une douleur thoracique intense sur son lieu de travail, constrictive, et qui cette fois l'amène au service des urgences. Donc quand elle arrive aux urgences, on lui fait un électrocardiogramme qui retrouve un sous-décalage du segment ST un petit peu diffus, avec un petit sus ST en AVR et une négativation des ondes T dans le territoire antérieur. Elle bénéficie d'une prise de sang, et à la prise de sang, en fait, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le cycle de troponine est négatif, les dédimères sont négatifs, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, on a une biologie on ne peut plus normale. Donc la patiente, en fait, rentre à domicile, et en fait, le lendemain, elle revient aux urgences parce que persistance d'une douleur thoracique qui est franchement invalidante. Donc ils refont la même batterie d'examens qui redonne les mêmes résultats, et cette fois-ci, elle bénéficie d'une écho-cœur qui retrouve un bon VG, un bon VD, pas de grosse valvulopathie, un péricarde qui est sec, et puis une échographie normale, pas de trouble de cinétique évident. Devant le tableau d'Angor instable, il nous appelle quand même, et puis finalement, elle est adressée chez nous en cardio pour la réalisation d'une coronarographie. Donc ici, l'injection du réseau droit avec une coronaire droite dominante qui est plutôt jolie, pas de sténose significative. Et en fait, quand on injecte le réseau gauche, on tombe sur ça. Alors, je vous mets l'image d'après qui est plus parlante, où on a une subocclusion au niveau du tronc commun ostial, une subocclusion au niveau de l'IVA ostial, une subocclusion de l'abisectrice au niveau de son origine, et puis une petite plaque sur la CX proximale qui paraît pas significative, mais qui est là quand même. Donc pour faire les choses dans les règles de l'art, on la met sous cardégique héparine, et puis on en parle à nos collègues chirurgiens. On fait un staff médico-chirurgical en urgence, et on décide qu'au vu du jeune âge et des lésions coronaires très sévères, on retient l'indication à la réalisation d'un pontage aorto-coronarien en urgence. Avant de faire le pontage, on décide de lui mettre en place une contrepulsion. Et en fait, au moment où on veut mettre en place la contrepulsion, on essaye en voie fémorale droite, en voie fémorale gauche, et impossibilité complète de monter le matériel. Ça ne marche pas. Donc du coup, on décide de la passer en urgence à l'angioscanner. Et en fait, à l'angioscanner, on retrouve une occlusion de l'aorte abdominale sous-rénale, juste au-dessus de la bifurcation iliaque, qui s'étend à gauche au niveau du réseau iliaque commun. L'aspect est décrit par les radiologues comme un aspect de dissection ancienne. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de signe de souffrance viscérale par ailleurs. Donc, je vous ai juste mis les images du scanner où on voit effectivement l'occlusion complète de l'aorte abdominale sous-rénale. Donc finalement, on se retrouve avec cette patiente de 48 ans chez qui on a des lésions coronariennes très sévères avec un tableau d'Angor instable manifeste. Chez qui on voulait faire un pontage, et en fait on n'a pas de possibilité de mettre de contre-pulse, et donc pas de possibilité de la brancher sous CEC, et en fait absolument pas de possibilité de l'opérer. Donc du coup elle revient finalement sur table de coronarographie. Les chirurgiens nous disent bon bah t'as qu'à stenter le tronc, et puis on la remet sur table. Donc je vais vous détailler un petit peu le déroulement de l'angioplastie. Donc on est passé par voie radiale droite en C-French avec une BU 3,5, mise en place de 2 guides, un guide dans l'IVA, un guide dans la CX, et on a fait en fait une stratégie de provisional stenting classique, avec du coup une prédilatation de l'ostium du tronc commun avec un ballon. Mise en place ensuite du stent tronc commun IVA, un Synergie 3,24. On a fait ensuite un POT au niveau de l'ostium du tronc commun. Un kissing balloon avec un ballon dans le tronc vers l'IVA et un ballon vers la circonflexe. Et puis un repot final au niveau du tronc commun. Donc voilà le résultat final, qui est plutôt joli sur le tronc, avec quand même une plaque au niveau de la CX proximale qui paraît un petit peu plus importante qu'à la phase initiale. On a décidé de ne rien faire sur cette CX, et puis de recontrôler la patiente à 1 mois.
Le contrôle coronarographique à un mois, finalement, est plutôt joli. Alors, on a un beau résultat sur le tronc et l'IVA. Et puis, cette plaque sur la CX, finalement, nous paraît plus si importante, pardon, avec donc indication retenue un traitement médical. Voilà. Donc finalement, on a donc cette dame de 48 ans qui est revascularisée. Au vu du jeune âge, alors certes, c'est une patiente qui est tabagique, qui a une grosse hérédité coronarienne. On sait que c'est un facteur de risque qui est quand même assez, qui pèse assez lourd dans la coronaropathie du sujet jeune. Et puis en plus de ça, on lui avait découvert au cours de l'hospitalisation une dyslipidémie importante avec un LDL cholestérol à 2 grammes par litre. Mais au vu du jeune âge, au vu des lésions coronaires qui sont très proximales, sans atteindre de la distalité est plutôt jolie. Et puis, surtout, en plus, on rajoute cette notion de dissection au niveau de la aorte abdominale sous-rénale. Donc, on a décidé de pousser un petit peu les explorations et d'aller un petit peu plus loin dans le diagnostic étiologique. Donc, on l'a adressé en consultation de médecine vasculaire. Donc, elle va à sa consultation et en fait, à la consultation, on se rend compte qu'il y a pas mal d'autres symptômes qu'elle n'avait pas forcément mentionnés. La dame, elle claudique au niveau des membres inférieurs. Elle a un périmètre de marche qui est à 1 km. Ça fait une paire d'années qu'elle a ça et qu'elle n'en avait pas spécialement parlé. Elle claudique aussi au niveau des membres supérieurs. Elle dit qu'à quand elle fait la cuisine ou qu'elle fait des efforts répétés, elle a des douleurs au niveau des membres supérieurs et elle a des douleurs au niveau des carotides depuis un peu plus d'1 an. À l'examen clinique, elle a des souffles carotidiens et des souffles sous-claviers bilatéraux. On n'a pas de pouls au niveau fémoral. Bon, vu le résultat du scanner, on s'y attendait un petit peu. Et puis, on n'a pas de pouls au niveau pédio-gauche. On prend les IPS qui sont franchement altérés un petit peu partout. Et donc, en fait, la dame a été hospitalisée en médecine vasculaire pour réaliser une batterie d'examens un peu plus, d'examens complémentaires. Donc, elle a bénéficié d'un échodoppler des troncs supraortiques qui retrouve essentiellement un signe du halo au niveau de la carotide commune gauche, sans sténose significative. Le signe du halo, c'est donc en fait, on le retrouve surtout habituellement dans la maladie de Horton, mais c'est un signe de vascularité active. Elle a eu un nouvel angioscanner thoracique qui retrouve toujours cette occlusion, l'aorte abdominale sous-rénale qui n'a pas bougé évidemment, et puis aussi un épaississement pariétal au niveau de la crosse aortique et au niveau des ostiates des troncs supraortiques. Voilà, les médecins vasculaires ont aussi réalisé un TEP scanner. Elle a vraiment eu la totale des examens. Et le TEP scanner retrouve uniquement un foyer hypermétabolique de l'artère sous-clavière droite, aspécifique en temps normal, mais qui là est un petit peu douteux dans le contexte. Et enfin, la patiente a eu pas mal de bilans biologiques répétés qui ne retrouvaient pas de syndrome inflammatoire. J'expliquerai juste après pourquoi je vous dis ça. Donc finalement, on a cette dame de 48 ans qui a des atteintes artérielles multiples, une coronaropathie sévère, une atteinte de l'aorte abdominale sous-rénale et de la crosse aortique, une atteinte des carotides avec des douleurs et puis l'épaississement au niveau des TSA et le signe du halo, une atteinte des artères sous-clavières avec des souffles, un hypermétabolisme au TEP scanner, et puis l'atteinte des membres inférieurs avec une altération des IPS, mais qui pour le coup est plutôt expliquée par l'occlusion de l'aorte abdo sous-rénale. Donc finalement, avec tous ces éléments, les médecins vasculaires sont arrivés à un diagnostic de quelque chose qui est assez rare. Et après bonne réflexion, ils ont posé le diagnostic de maladie de Takayasu. Donc en fait, ils ont retenu 2 diagnostics qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Une artérite de Takayasu en phase séquelaire qui explique en fait les sténoses très sévères avec une évolution rapide vers des sténoses sans syndrome inflammatoire biologique associé. Et puis l'autre hypothèse qui est intimement liée, forcément, c'est une atteinte athéromateuse diffuse chez une patiente qui a des facteurs de risque qui ne sont absolument pas contrôlés. À l'heure actuelle, la patiente est suivie. Alors en cardiologie, elle est suivie chez nous. Elle pose absolument pas de soucis. Elle a plus de douleur. Elle a fait une scintigraphie myocardique récemment qui était plutôt bien. Et puis sur le côté médecine vasculaire, elle est suivie annuellement comme une authentique artérite de Takayasu en phase séquelaire qui est considérée comme stable et non évolutive. Un petit mot du coup sur la maladie de Takayasu, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une maladie inflammatoire, c'est la maladie des femmes sans pouls. C'est quelque chose qui est rarissime, ça touche 3 personnes sur 1 million d'habitants environ, et c'est vraiment, il y a un sexe ratio vraiment très prépondérant en faveur des femmes.
l'étiologie est inconnue. Alors, il y a pas mal de choses suspectées, comme dans la plupart des maladies inflammatoires, mais pas d'étiologie précise reconnue comme telle. Et donc, c'est une alternance de sténose, d'occlusion, de dilatation et d'anévrisme. Donc, il y a 2 phases en fait dans cette maladie. La première phase, qui est la phase préactive, c'est la phase en fait où on a essentiellement des signaux généraux, une altération de l'état général, une fièvre, des arthralgies qui sont très fréquentes, parfois un érythème noueux. Et donc, c'est dans cette phase en fait qu'on retrouve habituellement le syndrome inflammatoire biologique. Et puis, la deuxième phase, qui est en fait la phase séquelaire, c'est la phase de toutes les complications vasculaires. Et donc, c'est dans cette phase-là qu'on a retrouvé notre patiente, à savoir qu'on peut rentrer dans la maladie directement en phase séquelaire. Un petit mot sur le traitement. Le traitement à la première phase, ça repose essentiellement sur la corticothérapie, plus ou moins les immunosuppresseurs en cas de mauvaise réponse à la corticothérapie. Et puis, pour ce qui est de la phase séquelaire, le traitement, c'est le traitement des complications, donc les angioplasties, les pontages, etc. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nassima, pour ces images impressionnantes. Moi, je n'ai jamais vu de maladie de Takayasu, donc voilà, c'est fait. Et alors, en pratique, elle n'a pas de pouls, alors, parce qu'elle n'en a pas en fémoral, effectivement. Elle n'en a pas en PIE non plus. Bon, elle a quand même des pouls radio, parce que sinon, on n'aurait pas pu la dilater. Oh. Donc, elle en a quand même. Et alors, j'avais une question, mais c'est rétrospectif, du coup, mais vous aviez envisagé de faire un pontage. Est-ce que le Takayasu atteint les mammaires? Alors en fait, ça touche surtout les gros vaisseaux et les ostiums des gros vaisseaux, les ostia, pardon. Donc théoriquement, pas forcément. Après, j'imagine qu'on peut quand même tout voir dans ce genre de maladie, mais théoriquement, c'est les gros vaisseaux et leurs ostia. Donc logiquement, on peut opérer ces patients-là sans craindre. Après, c'est vrai qu'on ne savait pas, on aurait pu. Ouais. Bien sûr. Une des idées du scanner, c'était aussi de vérifier ça quand on a vu qu'on ne pouvait pas monter et qu'on s'est mis à se demander ce qui se passait au niveau vasculaire. Le scanner qui nous a confirmé l'atteinte de l'aorte abdominale avait pour but aussi de vérifier qu'on avait des mammaires qui s'injectaient correctement. Et la décision de chirurgie, c'était une décision qui intervenait aussi parce que l'aspect de ce tronc coronaire chez une femme jeune nous laissait penser qu'il pouvait y avoir des dissections extensives lors de l'angioplastie et qu'on préférait y toucher le moins possible. Vous avez vu que sur la coronarographie diagnostique, il y a un guide en fait dans les artères coronaires. Donc c'est pas parce qu'on avait l'intention de la dilater, l'idée c'était de ne pas cathétériser le tronc de façon sélective, pour essayer d'être le moins invasif possible. On sait que voilà, les femmes jeunes qui font un syndrome coronarien, on n'est jamais très, très emballé d'y aller. C'est encore arrivé à Haguenau hier soir, une dame de 32 ans. Bon, voilà. On n'est jamais très serein avant d'aller cathétériser ce genre de patiente. Est-ce que Mathieu, tu avais encore d'autres remarques? Ou alors il faut que tu me donnes la note, parce que tu me donnes les notes pour tout le monde jusqu'à présent. Non. Ah, ça y est. Il faut qu'on vous dise, juste avant que je laisse la parole à Pierre pour conclure, il nous reste 30 secondes. On a essayé de décortiquer vos cas cliniques en essayant de vous attribuer des notes sur différents items, en essayant d'évaluer à la fois l'intérêt de ce que vous nous présentiez, la qualité de votre présentation, orale, écrite, etc. Évidemment, tous les cas cliniques étaient superbes. On cherche à savoir qui va nous représenter en novembre. C'est important, c'est toute la région Grand Est qui va tirer bénéfice de cette présentation. Et en tout cas, merci à tous les 4 parce que d'abord, les 4 cas étaient très différents et ça, c'est très intéressant. À chaque fois, on a eu des imageries magnifiques. Merci aussi pour ça. Et puis, je laisse Pierre conclure. Merci Mathieu. Effectivement, je ne vais pas redire ce que tu as dit, mais les cas étaient variés, intéressants, bien présentés. Vous avez tenu le temps. Je crois qu'on est les meilleurs. 19 heures, je crois que ça s'est jamais vu encore sur les webinars. Donc, bravo à tous. Et alors, la décision n'est pas simple. On a fait des calculs savants et donc il y en a 2 en tête finalement. Il y a le docteur Diop et Nassima. Et vu que le CNCH est élégant, c'est Nassima qui nous représentera, donc bravo, qui nous représentera au CNCH, au Congrès national. Donc tu seras invité à présenter ton cas
face aux trois autres prétendants, on va dire, des autres régions. Et puis, on verra si tu es élu finalement le meilleur cas clinique de l'année du CNCH. Voilà. Et encore une fois, merci à tous de vous être prêtés à ce jeu qui était fort sympathique. Alors, je vous donne rendez-vous du coup dans la foulée au congrès du CNCH qui aura lieu fin novembre. Donc, les dates exactes, c'est le 23, 24 et 25 novembre. Donc, inscrivez-vous, il est encore temps et on sera ravis de vous y retrouver, vous les auditeurs et vous les participants. Et puis, de façon plus précoce, on vous donne rendez-vous lundi soir, donc le 17 octobre à 20 h, pour le flash mensuel Actu. Encore une fois, merci à tous et puis à très bientôt. Merci Mathieu d'avoir commodéré. Au revoir tout le monde.